Chapitre 38. L'archange, le stratomancien et 2 soldats parcouraient une longue galerie sinueuse et sans embranchement qui menait à la cité souterraine. Pendant le trajet, le vieil homme l'interrogea sur le peuple des nains qui semblait susciter sa curiosité. L'archange lui en dit le moins possible. Le stratomancien était un souci depuis qu'il s'était assagi. Il s'intéressait d'un peu trop près aux questions politiques et aux secrets d'État. Ainsi, se garda-t-il bien de lui révéler quoi que ce soit sur l'histoire des 3 fragments de la relique dont des oracles avaient cru à une époque qu'elle détruirait la terre. Après une longue marche, au cours de laquelle il dut ordonner aux 2 soldats de soutenir le stratomancien, ils parvinrent enfin à la cité des nains. Des souvenirs de pillage, d'odeurs de sang et de peur lui revinrent en même temps. L'archange sourit. Avec le magistère et des créatures triées sur le volet dans les 2 camps, ils avaient ici remporté une bataille écrasante. Les forces déséquilibrées avaient été en leur faveur. Ils avaient attaqué par surprise alors que les nains étaient ivres morts après une de leurs fêtes calendaires. Les cadavres s'étaient comptés par milliers. Avec la destruction de cette cité, c'en fut fini du détestable peuple de sous la terre, mais les alliés ne trouvèrent pas le 3e fragment de la relique en ces lieux, et les oracles se turent sur ce danger. Le magistère et l'archange possédaient chacun un morceau. Les oracles avaient craint que le peuple des nains ne réunisse les 3 fragments. Les 2 puissances avaient donc fait disparaître leur civilisation. Le péril était maintenant écarté. Leur petit groupe de 4 traversa la cité plongée dans un silence de mort. Les 2 jeunes soldats semblaient impressionnés par les tas d'ossements qui jonchaient les rues, tandis que le stratomancien était perdu dans ses pensées. Ils parvinrent enfin à l'entrée du temple, dont l'archange se rappelait avoir fait exploser les portes et dont il ne subsistait que l'encadrement. Ils gravirent les marches de l'escalier. Les 2 soldats durent porter le stratomancien essoufflé, en lui faisant un siège de leurs mains. L'archange se plaça derrière eux, prêt à aider en cas de déséquilibre. Tant bien que mal, ils arrivèrent au sommet des marches et tombèrent, nez à nez, avec 2 créatures. Le regard évaluateur de l'archange courut d'un nain dégénéré par une vie en surface à une gorgone, la main posée sur son bandeau, ses cheveux sifflant dangereusement dans sa direction. L'archange écarquilla les yeux de stupeur. Il faisait face à 2 espèces censées être éteintes depuis des siècles. Il plongea vers le stratomancien, car si l'archange possédait un contre-charme contre la pétrification, cela ne protégerait pas le stratomancien. En sautant, il bouscula un des jeunes soldats qui dégringola l'escalier monumental et termina assommé au pied des marches. Il se retrouva couché au sol sur le stratomancien qui geignait et le second jeune soldat qui tentait tant bien que mal de s'extraire. « Vous arrêtez votre câlin, bordel! Sinon, on vous change en pierre !» « On se rend, dit l'archange. Immédiatement. Qui que vous soyez, puissante gorgone, nous sommes à votre merci. » La main de Stena resta posée sur son bandeau. Le technome s'agita. « C'est pas toi qui décides si on te bute, petit chérubin, c'est nous. Alors ferme ton claque-merde. Je les marave ?» Il posait la question à la gorgone tandis que l'archange réfléchissait à la situation. Est-ce là la gorgone qui a semé des troubles ? Plusieurs rapports en parlaient, mais je pensais cette espèce éteinte. Je finirai volontiers le travail, mais je dois à tout prix protéger le stratomancien, sans quoi la guerre s'enlisera. Il est l'élément central de ma stratégie. Jouons la fine. Pour le moment, aucun de ces idiots ne semble m'avoir reconnu. Peut-être vont-ils nous ignorer. Et dans le cas contraire, je ferai mon affaire de cette gorgone et de cette sous-espèce de nain. L'archange leva les yeux vers l'insolent gnome. Avec une stupeur redoublée, il vit à sa ceinture le 3e fragment que ni lui ni le magistère n'avaient su trouver à l'époque. Son visage perdit sa couleur. Il se mordit la lèvre et s'abstint de parler. « Je saigne !» geignit le vieillard. Sa tête avait heurté le sol lorsque l'archange avait plongé, mais la blessure était bénigne. « Je ne veux pas mourir !» dit le stratomancien. « Ta gueule !» Le jeune soldat tremblait de peur. « Qu'avez-vous fait de la jeune fille ?» demanda la gorgone. « Nous n'avons croisé personne !» répondit l'archange. Le technome lui mit un coup de poing au visage. « Putain, il ment. Je suis sûr qu'il ment. Je vais lui en mettre une, je vais... » « C'est déjà fait, Koum. Tu viens de le frapper. Calme-toi. Approche-moi un qui a des cheveux. » Ah, les boules, les glandes, les crottes de nez qui pendent, ah, les capillomanciennes. Vous n'allez pas pouvoir mentir, bande de salopes. Le technome attrapa le plus petit et le plus docile des 3. Le vieillard n'avait pas de cheveux, et celui avec les ailes qu'il venait de frapper avait l'air courroucé. Le technome approcha le jeune soldat près de Stena. Il lui fit sauter son casque d'un taquet, dévoilant une chevelure brune. Stena
posa sa main reptilienne dans la coiffe du jeune homme. Avez-vous vu une jeune fille? Nous n'avons croisé personne, je vous le jure. Stena afficha une moue soucieuse. Et nos amis en surface, ils vont bien? Je ne sais pas de qui vous parlez. Dit le jeune soldat qui pleurait à moitié. Il dit vrai. Dit Stena après quelques secondes. J'espérais qu'elle serait ressortie de cette trappe de transportation magique quelque part dans la cité. Mais elle peut être n'importe où à l'heure qu'il est. Peut-être même est-elle... Le mot resta bloqué dans sa gorge. Cette magie inventée par les nains était connue pour tuer la moitié de ceux qui l'empruntaient. Jadis, ils s'en servaient essentiellement pour déplacer des marchandises. Elle n'a pas pu disparaître comme ça! Bordel! Où est la gamine? Je ne sais pas. Le jeune soldat pleurait complètement maintenant. « Quel genre de fillette ?» demanda le vieillard, écopant immédiatement d'un coup de pied au visage par Koum, qui tenait toujours le gamin par les cheveux. « Fermez-la avec vos histoires de petites filles, vous voulez nous faire tuer ?» lui murmura l'archange, en l'aidant à se remettre à genoux. Genre, microbe, tignasse rousse, un sourire niais sur la tronche et une petite voix aiguë tellement adorable que quand tu l'écoutes, t'as envie de te pendre avec une de ses nattes. Elle a fourré son nez dans une trappe de transportation magique. Laisse tomber, Koum. Ils ne l'ont pas croisée. Les cheveux ne mentent jamais. Vous êtes nombreux ici comme vous? Une grosse partie de l'armée campe à la surface. Hésita le soldat, dont le regard ne cessait de courir vers l'archange. Vous devriez vous rendre. Il ment. Dit Stena en transe. Ses cheveux me disent qu'il n'y a qu'un seul régiment à la surface. Personne dans les mines. On y va, Koum. Elle enleva sa main de la chevelure du jeune soldat et le repoussa en arrière. Il eut un hoquet de chagrin et de soulagement mêlé. Atkoum lui mit un coup de pied de principe dans les côtes. Sale menteur! Bon, qu'est-ce qu'on fait de ces blaireaux? Je n'ai pas d'autre choix que de les changer en pierre. L'archange estima qu'il n'avait pas d'autre possibilité que de révéler son identité au grand jour. Le stratomancien pourrait être blessé, sinon. « Puissante Gorgone !» intervint l'archange. « Laissez-nous. Nous ne tenterons rien. Votre pouvoir fonctionnera peut-être sur les autres, mais pas sur moi. Et si vous changez ces hommes en pierre, je vous tuerai ensuite. » T'entends ça, Stena? Fandard, l'Angelot, il nous menace. Je l'aime bien, con comme cet arrêt de congénère fanatisé. L'archange le fusilla du regard. Pourquoi tu me regardes, toi? Tu veux me baiser, trou-duc? Votre bandage vous empêche de voir qui je suis. Vous pratiquez la capillomancie, alors peut-être ressentiriez-vous ce qui émane de mes cheveux? Proposa l'archange. Fais gaffe, Stena. Langue de pute prépare un sale coup. Ça pue le piège à conne. Stena hésita. Elle tendit la main, prudente, vers la voix, et, sans même toucher le moindre cheveu, elle perçut immédiatement le pouvoir irradié de l'archange. Elle eut un recul de terreur. Vous êtes... L'archange en personne, le chef des forces de l'Élysée. J'existe depuis les premiers temps de la Terre. En plus de 11 siècles de vie, j'ai accumulé un pouvoir dont vous n'avez pas idée. Pourtant, mon offre tient toujours. Je jure de ne pas vous poursuivre dans ces mines si vous laissez mes hommes sains et saufs. Maintenant, partez ou mourrez. C'est votre dernière chance. Sans déconner, c'est l'archange. J'ai mis un taquet à l'archange. Ah, trop fort! T'es sûr que c'est pas un mytho? L'archange lui jeta un regard noir. Vous possédez quelque chose qui m'appartient. Je sais, je t'ai pris ta dignité, grosse baltringue. L'archange montra le fragment à la ceinture du technome. Je le récupérerai. Dussé-je finir un vieux travail et massacrer toute ta tribu? Quoi? Ça? C'est à mes putains de connards d'ancêtres, gros fils de pute. Il ne sert à rien sans les autres morceaux. Dites au magistère que mon fragment lui est inaccessible. Feng-Gueng l'a avalé. Ha ha! J'imagine déjà votre maître enragé en apprenant cela. Et il partit d'un rire franc. Alors, 1. On bosse pour nos culs, pas pour l'autre vieux naze. 2. Merci de nous avoir dit qui possède l'autre fragment parce qu'on n'en savait foutrement rien. Et 3. Le technome leva son majeur. L'archange rougit d'une colère contenue.
Il faudrait déjà que vous sachiez qui est Feng Wang et où le trouver. Une voix intervint alors. L'archange finit par en identifier la source. Elle sortait d'un crâne que tenait la Gorgone dans sa main libre. Excusez-moi d'intervenir, mais en tant que spécialiste de l'histoire d'Asia, je peux corroborer que Feng Wang est le nom d'un dragon à 9 têtes que les derniers écrits ont localisé au beau milieu des montagnes sacrées, très précisément après les cascades de la Grande Gorge. Il se dit toutefois qu'il serait mort il y a 300 ans à l'occasion d'une bataille. L'archange rompit le bref silence qui fit suite à cette révélation. Peut-être pourriez-vous trouver le lieu où ce dragon a vécu ces derniers instants, mais il a été changé en statue et le fragment est dans son ventre, haha. Ah oui, je me rappelle. Intervint la Gorgone. C'était moi qui l'avais transformé. Je peux donc lever le maléfice. Nouveau silence. L'archange fronça les sourcils et dit avec un grand sérieux, derrière lequel une sourde colère bouillonnait. Pour m'assurer que non, j'ai fait réduire le corps pétrifié de Feng Wang en une fine poussière avant de faire s'ébouler la montagne sur lui. Alors, qu'est-ce que vous avez à redire à ça cette fois? Le technome lui administra une vigoureuse gifle. Moi je dis que ça pue le bluff du cul. Non, Kumkun. Il est probable qu'ils disent vrai. Ce serait logique qu'un des fragments ait été détruit. Et ça expliquerait pourquoi les oracles ont cessé de s'en inquiéter. Il nous faut partir au plus vite, maintenant. Cessons de l'asticoter. Acceptons son marché. Il est bien trop fort pour nous. Stena partit à reculons afin de ne pas les quitter du regard, aussi vite que lui permettait cette manière de marcher. Le technome la suivit alors en courant sur ses petites pattes. Et Sélène? Elle peut être n'importe où, ici comme ailleurs. Et elle ne semble pas dans ces ruines. Nous demanderons audience au vénéré oracle de la Pythie. Si quelqu'un peut nous aider à la localiser, c'est bien lui. Mais... Prof et Anorine sont en danger. Nous devons y aller. Si nous restons, nous perdrons tout. Stena-sama. Tout. Y compris l'espoir de retrouver Sélène. D'accord. À la prochaine, vieille baderne. L'archange tint son marché tant que la Gorgone fut en vue, de crainte de mettre en danger le stratomancien. Alors qu'ils s'éloignaient, ils les entendirent distinctement appeler de manière répétée le prénom Sélène. « Sélène! Je suis sûr que c'est elle! C'est son nom! C'est la fillette que je cherche !» dit le vieil homme, C'est amusant, je connais une fille qui s'appelle Sélène et qui est rousse. dit le soldat en ramassant son casque. C'est une gamine un peu cinglée qui vivait dans ma réserve et qui s'était entichée de moi. L'archange les regarda tour à tour. Le jeune soldat a l'air bené, puis le stratomancien choqué. Il fronça les sourcils. Sa colère ne cessait de croître de seconde en seconde. « Taisez-vous, Algo fillette! Il s'efforcerait de tirer au clair cette histoire d'humaine plus tard. Comment t'appelles-tu, soldat? Dis-le ça, Seigneur. Nous aurons une petite conversation par la suite. En attendant, ta mission est d'escorter le stratomancien jusqu'à la surface. Il ne doit rien lui arriver. » Les trois créatures ayant disparu de l'autre côté de la salle, l'archange perdit de longues minutes à mettre le stratomancien et le soldat à l'abri d'un sortilège de dissimulation et plusieurs sorts de protection. Le vieil homme était trop précieux à ses yeux pour qu'il se contente de le confier au jeune soldat humain. Puis, il revint vers l'escalier qui surplombait la cité en ruine et déploya ses ailes. Il vola à travers la caverne en direction du chemin emprunté par les créatures qu'il comptait bien rattraper. Mais les souterrains par lesquels les créatures s'enfuyaient avec le fragment de la relique étaient sans commune mesure avec ceux que l'archange prenait auparavant. À force d'intersection, il se perdit lamentablement. Ses sorts de repérage étaient qui plus est inopérants, parasités par l'énergie des strates géomanciques. Pendant ce temps dans la cité naine, le soldat Tilsa s'était remis de sa frayeur. Il ne prit même pas le temps de s'assurer de l'état de santé de son compagnon tombé, qu'il abandonna. C'est tout juste s'il pensa. Mourir à 20 ans dévalant des escaliers, c'est trop la honte. Il repartit vers la surface en soutenant le stratomancien. Ils empruntèrent le chemin de l'allée. Il fut à la surface après une marche rendue fastidieuse par le vieillard qui l'épaulait. De son côté, l'archange gaspilla un temps considérable à revenir, tant bien que mal, sur ses pas, dans la cité naine. Enfin, il reprit l'autre chemin, celui par lequel il était descendu, et qui ne présentait aucune difficulté. Il arriva bien trop tard à la surface. De bonnes heures s'étaient écoulées, et il bouillonnait de rage. Il s'assura que le jeune soldat, Tilsa, s'était acquitté de sa mission. Puis, il alla s'enquérir auprès des vigies qui l'informèrent qu'ils avaient vu une créature ailée s'enfuir avec d'autres sur son dos. Comme les soldats n'avaient pas même donné l'alerte, il les réduisit en 2 petits tas de cendres fumantes pour les punir définitivement de leur incompétence. Les créatures volaient en direction de la Pythie. « Les fous !» pensa-t-il. Si leur but est de rassembler les fragments et de reconstituer la relique, leur quête est vaine.
car l'un des morceaux a été détruit il y a longtemps de cela. Toutefois, peu de gens savent comment, mais il ne leur serait pas impossible de voyager dans le passé. C'est très dangereux, mais possible. Je n'aime donc pas les savoir en possession même d'un seul fragment. Les créatures allaient vers la Pythie. Très bien, qu'ils s'y rendent. La cité était justement sa prochaine étape, et il n'irait pas seul. Avant de venir ici, il avait donné les ordres pour que l'avant-garde se mît en ordre de bataille. La victoire ne faisait aucun doute, à moins que la Gorgone ne s'en mêlât. Il donnerait donc l'ordre d'attaquer par une nuit couverte ou sans lune. Le champ de vision de cette créature serait ainsi drastiquement réduit, et ça limiterait la casse. Quelques régiments de l'avant-garde seraient nécessaires. Après ces combats, il aurait conquis Europée simplement à l'aide d'une fraction négligeable de son armée. Puis, ces milliers d'hommes fouilleraient les ruines de la cité, pierre après pierre s'il le fallait. On détrousserait tous les cadavres jusqu'à ce que le fragment soit retrouvé. Si les créatures parvenaient à s'enfuir avec, ils feraient de même en Asia. S'ils ne remettaient pas la main sur lui, ils préviendraient tout de même le magistère de la présence probable d'un morceau de la relique entre les mains d'une gorgone, d'un nain et d'une tête de mort en fuite en Asia. Au pire, cela ne pourrait qu'accaparer l'attention du magistère et faciliter ses plans futurs. Par contre, je dois vous avouer, j'ai jamais appris à lire. Ça va bien se passer, je suis De toute façon, confiant. ce livre-là, il se lit pas. De toute façon, rappelle-moi le nom du monteur. Le troisième fragment, que ni lui, ni le magistère n'avaient su trouver à l'époque. J'ai un problème avec les passés simples depuis ce matin. Oh, Comme nous tous. comme nous tous. C'est pas simple, C'est pas assez compliqué. Du coup. c'est pas assez simple. Et sans même. Et merde. C'est chiant. C'est embêtant tous ces mots Qui écrit ça? qui sont mis bout à bout là. Ça va le bon. Stena hésita. Ça tu fais rire avec ton truc.